Donc détaillez votre examen clinique, précisez ce que vous y recherchez. Alors j'avais mis, on va faire un interrogatoire avec ses antécédents familiaux, notamment coronariens, d'infarctus ou de mort subite, ses antécédents personnels de coronaropathie ou d'artérite oblitéro. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Je suis pas sûre que tout le monde t'entende. Ses antécédents personnels de coronaropathie, si elle en a, d'artérite oblitérante des mains inférieures, d'AVC, et plus simplement des facteurs de risque cardiovasculaire. Ensuite, pour la dyspnée, j'avais mis de lui demander si elle avait un dernier bilan d'anémie, puisqu'elle est opérée de l'estomac pour dépister une carence en B12. Et sinon, pour la dyspnée, j'avais recherché une orthopnée et essayé de classer la dyspnée d'effort par la classification ANYHA. À 2 à peu près. Sinon, à l'examen physique, j'avais mis tension artérielle, fréquence cardiaque, des signes d'insuffisance cardiaque gauche, crépitant pulmonaire des 2 bases à l'auscultation, ou droite, turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire, œdème des membres inférieurs et hépatomégalie douloureuse. Et sinon, j'avais recherché un souffle carotidien ou fémoral. Et voilà. Et les poux périphériques. D'accord. Donc c'est bien, tu as pensé à l'interrogatoire et à l'examen clinique. C'est incomplet, donc tu as recherché les facteurs de risque cardiovasculaire, très bien. Une anémie à l'interrogatoire, tu as des signes physiques d'anémie, tu peux rechercher. Donc tu as recherché une cause. Donc tu partais sur une cause soit cardiaque, soit tu as recherché des signes d'insuffisance cardiaque, soit l'anémie du fait de l'antécédent gastrique. Est-ce qu'il y a d'autres causes qu'on peut rechercher? Pulmonaire. Donc à l'examen clinique, on cherche aussi des causes pulmonaires. Neuro de dyspnée d'effort. En médecine, on ne dit jamais jamais. Dans les grands cadres, c'était l'anémie, oui. Donc l'insuffisance cardiaque, évidemment. Les causes pulmonaires, c'est important. Donc rechercher un foyer, des signes de BPCO décompensés, etc. Il y a une autre cause encore à rechercher systématiquement. Alors ça ne donne pas une dyspnée d'effort. C'est des causes de polypnée, de dyspnée, mais pas d'effort chronique. Dyspnée, il faut toujours chercher l'embolie pulmonaire. Ça, on n'a pas le droit de l'oublier. Y penser par excès, on ne vous en voudra jamais. Par contre, l'oublier, ça non. Donc, demandez s'il y a une douleur thoracique, s'il y a eu un alitement récent, un voyage, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc la cause, le terrain et les critères de gravité. Ça, c'est important. Quand on voit un malade en ville, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il rentre à la maison? Est-ce que je l'hospitalise en urgence? Ou est-ce que je l'envoie par SAMU en réanimation? Donc quand on voit un malade, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il se plaint de son symptôme. Et puis surtout, quel niveau de gravité il a pour savoir ce que j'en fais. Alors les critères de gravité, ici tu rechercherais quoi? Une douleur thoracique récente qui pourrait faire suspecter une origine ischémique ou quelque chose comme ça. Ensuite, à la clinique, une défaillance hémodynamique avec hypotension, tachycardie, des marbrures, je sais pas. Des troubles de conscience, mais a priori non, là, elle vient sur ces demandes. Et respiratoire, balancement thoraco-abdominal ou un tirage ou des choses comme ça. Donc des signes de détresse respiratoire, des signes de défaillance hémodynamique et un terrain fragile. Donc elle a déjà l'âge, si elle a des problèmes d'insuffisance respiratoire, d'immunodépression, que sais-je. Ok. Quelqu'un a pensé à autre chose? Est-ce qu'il y a des questions? La question suivante alors. Donc le CG, donc il y avait une fréquence cardiaque à environ 80, un rythme sinusal, une hypertrophie ventriculaire à gauche électrique. Et après, donc moi je voyais un sus-décalage du segment ST donc de V1 à V4 et un aspect QS de V1 à V3.
Et donc le diagnostic le plus probable, moi j'avais mis insuffisance cardiaque gauche sur cardiopathie ischémique, avec peut-être donc une séquelle d'une cardiopathie ischémique à type de anévrisme du ventricule gauche. Est-ce que tout le monde est d'accord? Visiblement non. Donc elle est sinusale avec un sus-décalage ST et une onde Q en antérieur de nécrose. Est-ce que tout le monde a vu ça? En V1, tu as une onde Q. En V2, sur le troisième et le quatrième. Je concède. Sur V3, tu as une onde Q. L'onde R, elle pousse de façon régulière sur les différentes dérivations. Donc tu peux penser en V2, c'est peut-être un petit artefact. Parce que sur la première, en V2, tu as une vraie onde Q. En V3, tu as une vraie onde Q. En V4, tu as une vraie onde Q. Donc globalement, on a quand même au moins 3 dérivations où on a des vraies ondes Q dans un même territoire. Donc on a une onde Q de nécrose avec un sus-décalage dans le même territoire. Donc c'est quand même évocateur d'un infarctus constitué. L'onde Q de nécrose, ça signe l'infarctus constitué. On a une histoire qui traîne depuis plusieurs jours avec sa dyspnée, voire plusieurs semaines, je ne sais plus le détail. Donc on a une dyspnée qui évolue depuis un certain temps, avec à l'électrocardiogramme un tableau d'infarctus constitué. Donc c'est plutôt en faveur d'une insuffisance cardiaque sur une cardiopathie ischémique sur un antérieur. Ouais. Le sus-décalage, il reste combien de temps? Alors le sus-décalage, normalement, régresse en quelques jours. L'idée, c'est on a le sus-décalage qui apparaît dans la première heure, qui persiste pendant 3 à 6 heures, puis après des ondes T qui deviennent biphasiques, après des ondes T qui se négativent, et après ça peut soit se repositiver, soit rester négatif. Là, il persiste. En l'occurrence, c'était une question à la fin. Ça doit faire suspecter quoi? Tu l'as déjà dit? Ouais, un anévrisme du ventricule gauche. Donc que du gauche. Le ventricule droit a très peu de myocytes, t'enregistres pas tellement l'activité électrique. Donc un sus-décalage persistant du segment ST dans le territoire antérieur doit faire évoquer un anévrisme du ventricule gauche, qui est une des complications de l'infarctus antérieur. C'est que dans les territoires antérieurs en fait, on peut avoir des anévrismes? C'est dans les territoires antérieurs. Tu peux avoir des anévrismes en inférieur. Un, c'est moins classique. Et deux, c'est rare que tu l'aies à l'électrocardiogramme persistant. J'imagine qu'on ne peut pas parler d'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, tu peux parler d'hypertrophie ventriculaire gauche électrique. Tu as un Sokolov positif qui est à plus de 35, donc tu peux parler d'HVG électrique. Tu as le droit d'avoir un infarctus et une HVG. C'est quoi un anévrisme du VG? Alors, est-ce que j'ai de quoi dessiner? Le VG, je vous dessine un truc écho. Les oreillettes, la tricuspide, la mitrale, le ventricule. Quand tu as un infarctus antérieur, tu as toute une partie qui nécrose. D'accord? Toute cette partie-là, ça vient plus que de la fibrose, c'est plus du muscle, c'est plus du collagène sain. Là-dedans, tu es dans des pressions hyper élevées. En systole, tu es à 160 mm de mercure de pression, ou 140 ou 130. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a de la pression qui s'exerce sur les parois. Et comme c'est des parois très altérées, les parois elles vont se dilater, mais sur un endroit localisé. Et donc ça fait ce qu'on appelle un anévrisme du ventricule. Et donc ça fait une poche. Et c'était la dernière question. Qu'est-ce qui peut se passer dans la poche? Thrombus. Il y a une stagnation du sang dans la poche. Et donc il y a des risques de thrombus et des risques d'AVC. C'est ça un anévrisme. Et on traite comment? On surveille et si thrombus, anticoagulant. Ça se voit surtout dans les infarctus constitués non traités. Question 3. Donc question 3, le bilan complémentaire, je pense qu'on va l'hospitaliser d'abord, sûrement en USI quand même, pour réaliser une coronarographie
peut-être pas en urgence, mais en tout cas avant 24-48 heures. On va lui faire une échographie au mieux transœsophagienne pour regarder si effectivement il y a des signes d'insuffisance cardiaque, pour mesurer la FEVG et dépister des complications. Ensuite, on va lui faire un bilan biologique, un bilan des facteurs de risque cardiovasculaire, donc bilan lipidique, NFS plaquettes, bilan rénal, bilan hépatique, glycémie à jeun et puis après on va la surveiller. Donc le bilan complémentaire, je reprends dans l'ordre inverse. La biologie, donc le bilan des facteurs de risque, oui. On est dans le cadre d'une cardiopathie ischémique. Donc ça c'est important. La fonction rénale, c'est important, puisque dans le cas d'une insuffisance cardiaque, on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle. Et 2, on va mettre des médicaments par la suite, qui nécessitent d'avoir fait un bilan au préalable. Donc, la fonction rénale, c'est important. La fonction hépatique, toujours dans le bilan du retentissement. L'insuffisance cardiaque, a fortiori droite, ça retentit sur le foie. Donc le bilan hépatique, oui. Pensez à l'ANUM. On en a parlé à la première question, elle a un antécédent de cancer gastrique, ça aggrave les insuffisances cardiaques. Donc n'oubliez pas l'ANUM. On est dans le cas d'une cardiopathie ischémique, on ne sait pas dater de quand date l'infarctus. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Donc les CPK et la tropo. Si c'est négatif, on peut se dire c'est vraiment vieux, on est passé complètement après la bagarre. Si c'est positif, on peut se dire que c'est relativement récent, et auquel cas, on aura plutôt envie de l'hospitaliser, effectivement. Et on peut discuter du BNP dans le cadre d'un suivi au long cours. Dans les insuffisances cardiaques, là on part pour de l'insuffisance cardiaque chronique, ça peut permettre un suivi au long cours. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation claire dessus, donc vous pouvez le mettre, mais on ne vous en voudra pas de ne pas y penser. Donc l'hospitalisation dont tu parlais, ça va surtout dépendre de la troponine. Là, on a un tableau de Disney qui évolue depuis un certain temps. À l'électro, on a un infarctus constitué. La patiente, elle ne se plaint pas de douleur. On n'a pas tellement d'arguments pour dire qu'il y a quelque chose d'aigu en train de se passer. Tu n'as pas de miroir à électrocardiogramme, tu n'as pas d'infarctus en voie de constitution. La choro, c'est urgent quand tu as un infarctus en voie de constitution. Là, le but, c'est de sauver du myocarde pour éviter d'en arriver là. Là, on n'en est plus à ce niveau-là. Donc la question, on va pouvoir se poser la question tranquillement. Est-ce que c'est plutôt récent ou est-ce que c'est plutôt vieux et on peut la traiter en ville et faire le bilan tranquillement en ville? Donc on peut se donner le temps d'attendre la tropo. Oui? Non? Pour l'hospitalisation. Après les bilans d'imagerie, l'écho, oui. T'as déjà vu une ETO? Non. Non. Donc le TO, c'est pas très sympa. On te fait avaler, c'est comme une fibro. On te fait avaler un gros tuyau. On les fait vraiment pour aller voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'ETT. Donc la FEVG, on la voit très bien à l'échographie transthoracique. Tout ce qu'on voudra voir, on le verra très bien à l'échographie transthoracique. Et le VG, on le voit même mieux à l'ETT qu'à l'ETO en général. Donc voir s'il y a un thrombus, s'il y a un anévrisme, ça on va bien le voir à l'échographie transthoracique. Donc oui, c'est très important d'évaluer la FEVG dans ce cas-là, d'aller voir la cinétique, d'aller voir si on a un anévrisme du VG, aller voir les valves, aller faire le bilan cardiaque complet. Et dans l'imagerie, on est dans le cadre d'une dyspnée toujours. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un bilan simple. Une radio de thorax. On peut faire des gaz du sang. Et la choro, on pourra la faire, mais dans un second temps si la tropo est négative. Ici, il n'y a pas de place pour l'épreuve d'effort. Elle est en insuffisance cardiaque décompensée, parce qu'elle vient en dyspnée. On ne sait pas si on est dans le cadre d'un infarctus récent ou pas, enfin récent, semi-récent ou pas. Donc l'épreuve d'effort ici ne va pas t'orienter tellement. Par contre, on est dans le cadre d'une cardiopathie ischémique, un infarctus constitué. À distance, ce qui peut se faire, c'est d'aller voir s'il y a une indication, aller la revasculariser. Ça, vous n'allez pas le savoir, c'est très spécialisé. Mais on peut faire des échographies de stress pour aller voir si elle arrive toujours à contracter sa partie du cœur qui a nécrosé. Et auquel cas, si elle arrive à le contracter sous dobutamine, on va aller faire la coronarographie pour aller dilater l'artère responsable en se disant qu'il y a une viabilité.
Mais ça se fait pas dans l'urgence et c'est très spécialisé. Je pense pas que vous ayez à connaître ça. Donc dans l'urgence, les facteurs aggravants, donc l'anémie, l'ANUM, les bilans des facteurs de risque pour une prise en charge des facteurs de risque dans le cadre d'une cardiopathie ischémique en prévention secondaire, les bilans pré-thérapeutiques avec la fonction rénale, le bilan du retentissement avec encore la fonction rénale, la fonction hépatique, hein. Et puis évaluation de la gravité une fois encore, où est-ce que je la mets, avec la troponine, les CK et puis la clinique. Question suivante. Alors, le traitement, donc traitement de l'insuffisance cardiaque par régime DSOD en cas de poussée d'insuffisance cardiaque, IEC, bêta-bloquant, en l'absence de contre-indication, à distance d'un épisode aigu, introduction sous surveillance cardiologique, augmentation progressive des doses, voilà, et à arrêter en cas d'OAP. J'ai dit diurétique, traitement du post-infarctus, aspirine, Plavix, statine, traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, donc elle a une hypertension, adapter le traitement, poursuite du sevrage tabagique, traitement d'un éventuel diabète, et anticoagulation au long cours sur l'anévrisme. Donc l'anévrisme, il faut le documenter, et c'est s'il y a un thrombus que tu anticoagules. D'accord, un anévrisme sans thrombus, tu n'anticoagules pas. D'accord. Donc traitement de l'insuffisance cardiaque, donc tu as dit bêta-bloquant à distance d'un épisode, donc oui, donc plutôt à distance maintenant, puisqu'elle est dyspnéique actuellement, elle vient pour dyspnée, donc tu vas attendre un petit peu avant de lui mettre, mais c'est bien de les mettre. Qu'est-ce que tu surveilles? Donc tu as dit on arrête s'il a des signes congestifs. Qu'est-ce que tu surveilles d'autre quand tu mets des bêta-bloquants? La fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque. Le CG. Le CG à la recherche d'une bradycardie ou d'un trouble de conduction. Et la tension. Et la tension, d'accord. Les IEC, tu m'as pas parlé des modalités. Oui. En l'absence de sténose bilatérale de l'artère rénale. Ouais. Donc ici, donc la créate, ouais. La kaliémie. Et cliniquement? La toux. Un deuxième. La tension. Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, donc ça c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque au long cours. Les diurétiques, c'est le traitement du symptôme. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Ça permet de retenir, selon le stade, un YHA 1, on met les IEC, 2, on met les bêta-bloquants, en dehors d'épisodes de décompensation. 3, on rajoute l'aldactone. Puis 4, on l'hospitalise et on demande un avis spécialisé, c'est les triples chambres, etc. Donc ça, c'est le traitement au long cours. Et par-dessus ça, du 2 au 4, il y a les diurétiques. Le Lasix à visée symptomatique. Ça n'améliore pas le pronostic, ça améliore que les symptômes, le Lasix. Donc oui, il faut le mettre parce que là, elle est symptomatique. Et à distance, si elle ne se plaint plus de rien, on lui arrête. Par contre, les IEC, les bêta-bloquants, on les garde. Et, ouais. Combien de temps on arrête les bêta-bloquants en cas de décompensation? En cas de décompensation, tu arrêtes les bêta-bloquants au moment de la décompensation. Et tu peux les réintroduire à 1 mois de la stabilisation clinique. Le Lasix, qu'est-ce qu'on surveille? La kaliémie et la tension et la diurèse. Donc efficacité diurèse, tolérance, qu'est-ce qu'on a dit? La kaliémie et la tension. Et si on déshydrate trop, biologiquement, la créate. Des risques d'insuffisance rénale fonctionnelle.
Et le traitement de la cardiopathie ischémique, bon, ça se recoupe, les bêta-bloquants, les IEC. Et puis après, c'est le basique. Donc les antiagrégants plaquettaires, oui. Qu'est-ce que tu surveilles et surtout chez elle? On l'a dit à ma droite, il y a un saignement. Elle a un antécédent gastrique. Donc tu vas surveiller les saignements cliniquement. Tu vas surveiller sa nume de temps en temps, s'il y a des spoliations sanguines. Et tu vas lui mettre un protecteur gastrique à elle. Et la statine, qu'est-ce que tu surveilles? L'efficacité, donc le bilan lipidique, et la tolérance, les CPK, et tu lui expliques CPK transat, à 3 mois, tu peux le mettre, et tu lui expliques si elle a des douleurs musculaires qu'elle consulte rapidement. Donc la rhabdomyolyse. La question 5, donc Ouais. le CG, moi j'ai vu qu'il y avait une Là, t'as la bradycardie, réponse. Ouais. une bradycardie sinusale à 30 battements par minute, et j'avais pas compris pourquoi, enfin l'axe avait changé en fait, je comprenais pas. Donc c'est un thrombus au sein de l'anévrisme ventriculaire gauche, c'est clair. L'axe qui change, ça peut être les dérivations qui sont mal mises. Ou alors... D'accord. Mais c'est une bonne remarque. Et donc ça donne quoi le thrombus de l'anévrisme? Donc l'anévrisme, le RIS c'est le thrombus, et le RIS c'est l'embolisation, et l'AVC. Hein, quand tu as de l'ACFA, le RIS c'est le thrombus là. Quand tu as un anévrisme, le RIS c'est le thrombus là, le résultat c'est le même. Hein. Ça passe dans la circulation systémique et tu as des risques d'AVC. Donc c'est là que tu les mets sous AVK. Le CG, il y a une persistance du sus-décalage. Excusez-moi. Et en fait, la persistance du sus-dégage, c'est le signe d'anévrisme, pas du thrombus. C'est un signe d'anévrisme. Le RIS, c'est le thrombus. La persistance du sus-décalage, c'est évocateur d'un anévrisme. Il faut faire l'échographie pour documenter l'anévrisme et voir s'il y a un thrombus. L'électro ne te dit pas s'il y a un thrombus ou pas. S'il n'y en a pas, tu surveilles. À vie. L'anévrisme, il part pas.